Et pour cette belle semaine qui démarre aujourd'hui, nous dédions cette émission à tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. Vu la situation qui prévaut au Burkina Faso, nous souhaitons beaucoup de courage à tous les Burkinabés et encore félicitations aux étalons qui ont donné quand même de la joie aux Burkinabés malgré la situation tendue et confuse due à ces tirs entendus depuis hier matin. Alors bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est toujours avec plaisir que nous vous présentons cette émission avec une nouvelle équipe de réalisation. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes installés cette semaine au niveau des ruines de l'Europénie pour vous faire découvrir ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 2009. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Rachid Assad Zango qui va partager les informations avec nous. Notre invité du jour est le président de Hardy. Il s'agit notamment de M. Ousmane Danfodio Diallo. Il est le président de Hardy, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration. Nous parlerons actualité avec notre invité. Installez-vous confortablement parce que l'aventure débute tout de suite et maintenant. Mais nous partons dans le sud-ouest pour commencer. Et pour la découverte de cette semaine, nous vous conduisons au niveau des ruines de l'Europénie pour vous faire découvrir ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Alors, les ruines de l'Europénie est un site situé à 500 km de Ouagadougou au sud-ouest. Elle est une forteresse dont subsiste de hauts murs qui s'étendent sur 11 130 mètres carrés. Le site s'inscrit dans un ensemble plus large qui compte une centaine d'enceintes en pierre reflétant la puissance du commerce transsaharien de l'or. L'Europénie signifie l'endroit où le buffle est gras, pour dire que c'est l'endroit où la chasse est propice, ce qui suppose que le lieu regorgeait de beaucoup d'animaux. Vieilles d'au moins 1000 ans selon les découvertes récentes, ces ruines sont situées près des frontières du Togo et du Ghana. L'emplacement a été occupé par les Lourons et les Koulango qui contrôlaient l'extraction et la transformation de l'or dans la région. Beaucoup de mystères entourent ce site dont une large n'a pas encore été fouillée. Les ruines de l'Europénie ont un mur très long. À l'intérieur des ruines de l'Europénie, on retrouve de nombreux vestiges historiques. Vous pouvez aller tout simplement au niveau des ruines de l'Europénie pour découvrir encore sur l'histoire du Burkina Faso. Et surtout, ces ruines, il faut le rappeler, sont des ruines naturelles. Nous espérons que vous avez appris un peu concernant les ruines de l'Europénie où nous sommes installés cette semaine pour la rubrique à la découverte. De l'occasion pour nous de dire si fort Nedouro à tous ceux qui nous suivent depuis le sud-ouest parce que justement donc ces ruines se situent dans cette localité. Pour la suite de cette émission, nous allons partir en musique. C'est le temps d'installer Rachid Assad Zango pour la revue de presse et je vous laisse aux soins de Mariette, notre réalisatrice du jour, qui est de retour d'ailleurs après quand même son petit congé. On y va. Nous aussi, nous vous disons merci, comme le dit d'ailleurs Will Be Black à l'instant. Maintenant, c'est l'heure pour nous de nous informer avec Rachid Assad Zango que nous retrouvons juste après cette virgule. Il est bien installé sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Abzeta, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, pour ce lundi, nous savons que ce qui marque l'actualité, c'est notamment ces tirs et puis marqués bien sûr par des informations un peu partout. Bon, nous découvrons les différentes unes avec toi. Merci et donc avec ta permission, le premier journal qui nous entretient pour sa une, c'est Le Quotidien. Et dans ces titres, on peut lire « Mutinerie au Burkina Faso, des tirs nourris dans plusieurs casernes », c'est-à-dire à la page 6. Autre sujet, le MRB,
le mouvement pour la renaissance du Burkina Faso de Monique Yelikam à propos de la situation nationale. Yelikam appelle les militaires à prendre pleinement leur part dans la lutte du peuple, c'est-à-dire à la page 7. Dans sa rubrique Le Voyage de Guéna, le journal Le Quotidien traite un certain nombre de sujets. Déjà à Bogandé, on apprend qu'un élève de 8 ans en classe de CP1 a été retrouvé mort dans un puits. Sur l'axe Ouaigui-Titao, 2 soldats tués dans une embuscade. À Pensa, 2 VDP tués par des individus armés non identifiés. Du côté de Bobo-Dioulasso et toujours pour la rubrique Le Voyageur de Guéna du journal Le Quotidien, un policier tué par une arme à feu. Et pour achever, dans les Cascades, le chef d'Ozo de Koflandé tué à la roquette. Dernier titre pour ce qui est du journal Le Quotidien du jour, c'est du sport qui nous intéresse, notamment la CAN 2021, et c'est l'opposition Burkina Faso-Gabon, les étalons en quart de finale au bout du suspense. C'est ainsi que titre Le Quotidien à sa une. Un autre journal à Zeta, nous sommes avec cette fois-ci l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, dans ses titres, revient sur la CAN 2021 et titre Les étalons en quart. Une qualification qui regonfle le moral des Burkinabés. Et puis, mouvement d'humeur dans l'armée, aucune institution de la République n'a été inquiétée. Propos de Aimé Barthélémy Simporé, ministre des Armées. Évitons la solution du pire, c'est à lire à travers la rubrique Commentons l'événement à la page 5 de l'Observateur Palga du jour. Dernier sujet, ou sinon titre à la une de l'Observateur Palga, manifestation du 22 janvier, pluie de pierres contre gaz lacrymogène. Le sujet est à lire à la page 2 de l'Observateur Palga du jour. Vous êtes un autre quotidien, nous sommes cette fois-ci avec le quotidien Le Pays. Le Pays en titre revient à la page 27 sur les problèmes d'accès à la connexion Internet. Une journée de protestation prévue pour le 22 février prochain. Et c'est bien sûr le ballet citoyen qui a l'initiative. Dans sa rubrique Confidence du week-end, on apprend commissariat de Konsa à Bobo, un policier retrouvé mort. Toujours avec le Pays du jour, mutinerie sur fond de crise sociopolitique au Burkina, des jeunes solidaires des mutins. On a raison d'avoir peur, à lire à la page 5. Marche du 22 janvier, des manifestants blessés à Ouaga, le siège du MPP saccagé à Kaya. Et puis, CAN Cameroun 2021, les matchs du jour sont à lire à la page 9 pour ce qui est le journal Le Pays. À la page 7, Roger Mila, à propos de l'organisation de la CAN tous les 4 ans, confie, je cite, « Il n'est pas question d'accepter cette proposition ». L'article peut être parcouru en entièreté à la page 7 du journal Le Pays du jour. À Zeta, nous sommes cette fois-ci avec le quotidien burkinabé d'analyse de débat, Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, un grand titre, à la page 3, confie, je cite, « Mutinerie dans des casernes burkinabées, les têtes de CMGA, du SEMA et du patron de l'ANR exigées. Mélange de refus de casse-pipe terroriste et de velléité prétorienne. » Ainsi titre Aujourd'hui au Faso, à sa une. À la page 3, l'article peut être parcouru en entièreté. Autre sujet avec le même journal, municipal du 23 janvier au Sénégal, Benobok, Yakar ou le thermostat pour 2024 et troisième mandat, Yewi Askan, oui, c'est-à-dire à la page 4. On revient au Burkina Faso, couvre-feu de 20h à 5h30, fermeture des établissements scolaires. Et pour achever, CAN 2021, les étalons en quart de finale, c'est-à-dire à la page 6 pour ce qui est de Aujourd'hui au Faso. C'est ce qui met un terme pour ce qui est de la une, on va dire, pour Aujourd'hui au Faso. Après on poursuit, on achève avec l'actualité en ligne et également hors de nos frontières. Et déjà en ligne, le site qui nous entretient ce matin, c'est www.minute.pf. Et Minute.bf nous entretient sur la situation nationale et titre Calme plat sur la capitale burkinabé à 5h ce lundi. Abdoulaye Mossé confie et le site Minute.bf cite Rochma Christian Kaboré est le top des panafricanistes. Abdoulaye Mossé, qui est le secrétaire national au mouvement associatif au niveau du MPP, et par ailleurs également député. Autre sujet,
La CEDEAO dit suivre avec une grande préoccupation la situation au Burkina Faso. Et pour achever avec www.minute.bf, des hélicoptères survolent la capitale Ouagadougou depuis quelques heures en ce début de 24 janvier 2021. Pour l'actualité hors de nos frontières, mais toujours sur le continent africain, on apprend qu'au Sénégal, élection municipale, le test de soutien de Macky Sall. En Guinée, Danso Kourouma, activiste de la société civile guinéenne, a été nommé samedi soir président de l'organe législatif de la transition, à savoir le CNT. Le CNT qui est fort de pratiquement plus de 80 membres, voilà, au niveau de la Guinée. Au Ghana, on apprend que hier l'ouverture d'une enquête après l'explosion meurtrière d'un camion. Au Mali, visite de travail d'une importante délégation de la République islamique de Mauritanie. Et puis en Côte d'Ivoire, lancement d'un plan d'aide sociale pour la jeunesse ivoirienne. Et pour achever, au Cameroun, au moins 16 morts dans l'incendie d'une discothèque. Adjeta, voilà ce que l'on pouvait lire à la fois pour la presse écrite et également les sites en ligne que nous avons pu parcourir ce matin. Merci à toi Rachid. Et retour au Burkina Faso pour commencer. Et nous parlons donc de cette journée d'hier. Hier dimanche, les Burkinabés se sont réveillés avec bien sûr ces sons donc de tir. Alors, plus tard la journée, on attend quand même des explications, même si les Burkinabés restent quand même inquiets. C'est ça. Tu l'as dit, décrépitement d'armes, un peu entendu dans certaines casernes, à la fois à Ouagadougou comme dans certaines autres localités du Burkina Faso. Alors, concrètement, les choses ont débuté, on va dire, très tôt, en début de matinée, hier aux environs de 5 heures. Lorsque bien sûr on a entendu les premiers tirs, notamment du côté du camp Sangoulé-la-Misana, qui on n'oublie pas abrite la maison d'arrêt et de correction des armées, donc la MACA, où sont détenus bien entendu plusieurs militaires, dont notamment le général Gilbert Diendéré. C'était aussi, on va dire, pratiquement une situation pareille pour ce qui est du camp Babassi, de la base aérienne 511, dans, on va dire aussi, un régiment du côté de Kaya dans la région du centre-nord et Sambéré également du côté de Ouaïguia dans la région du nord. Et à la suite de cela, un premier communiqué du gouvernement a été publié au cours de la matinée, aux environs de 8 heures. Et le gouvernement burkinabé reconnaissait justement qu'il y avait effectivement des tirs dans certaines casernes. Le ministre de la Défense, Aimé Barthélémy Semporé, par la suite a fait une sortie au niveau de la télévision nationale, de la RTB, et il a expliqué les incidents qui sont justement liés à ces tirs-là. Et j'aimerais bien citer ce qu'il a confié. Il précise qu'il s'agit d'incidents localisés, limités, dans quelques casernes, et qu'aucune des institutions républicaines n'a été visée. Et les soldats impliqués n'ont pas encore formulé de revendications, et le gouvernement cherche toujours à comprendre leur motivation. C'est en somme ce qu'il a dit et qu'il était essentiel, on va dire, de retenir. Par la suite, dans le même temps, le général Semporé est revenu sur, on va dire, les rumeurs circulant notamment sur les réseaux sociaux qui faisaient état de l'arrestation du chef de l'État, à savoir Roch-Marc Kaboré. Et il a précisé qu'il n'en était rien. Voilà, le chef de l'État n'a pas été justement arrêté. Au cours toujours de cette journée-là, on a entendu, même si c'était espacé, des tirs. Voilà. Et ce que on peut en tout cas entendre en précision et qui nous a été confié par le journal Aujourd'hui au Faso, c'est que dans la soirée, il y a eu un enregistrement d'un vocal d'un mutin. Voilà, un mutin qui a fait un vocal qui énumérait un certain nombre de raisons justifiant ces tirs-là. Et j'aimerais quand même les citer. On parle de moyens adaptés, voilà, dans la lutte contre le terrorisme sollicité.
On parle également du remplacement du chef d'état-major général des armées, également le directeur général de l'Agence nationale des renseignements. On demande également qu'il soit pris en charge dans les meilleures conditions, de façon adéquate, les blessés et les familles des défunts qui sont justement tombés au front. Il demande aussi l'évacuation des éléments des forces armées nationales blessés gravement et la formation d'un personnel adapté à la menace et à la constitution d'unités permanentes au niveau du front. Donc, un peu résumé, on va dire ce qui a été cité à travers ce vocal-là comme étant point de revendication repris par le journal Aujourd'hui au Faso. Il n'y a pas, on va dire, en tout cas de retour au niveau du gouvernement de façon officielle pour nous préciser que c'est exactement les revendications qui font l'objet de ces tirs qu'on a entendus hier. Mais qu'à cela ne tienne, c'est déjà un indice, c'est un pas qui peut justement, on va dire, alimenter les débats en attendant que des voix officielles viennent nous en dire plus. Et par la suite, on a pu voir que au cours de la journée, plusieurs décisions ont suivi. D'abord, c'est le couvre-feu qui a été instauré de 20h à 5h30 du matin. Et également la fermeture des établissements scolaires à compter d'aujourd'hui 24 janvier et demain 25 janvier. Courant la journée toujours d'hier, on a pu apprendre qu'avec les tirs qu'il y a eu dans certaines casernes, il y a eu des incidents. L'incident majeur qu'on a pu noter, c'est ce blessé-là qui a pris une balle perdue du côté de l'échangeur de l'Ouest, non loin du camp. C'est vraisemblablement ce qu'on a pu en tout cas voir, un apprenti convoyeur qui se dirigeait, si je ne me trompe pas, du côté de Tougan, et il a pris une balle perdue. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement quel est son état. Voilà. On sait qu'il est blessé. S'en est-il sorti? Ça, véritablement, on ne sait pas. Voilà. Et c'est le cas que l'on a pu, en tout cas, noter. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas? Ça, vraisemblablement, on ne sait pas. On attendra justement de voir ce qu'il en sera pour la suite de l'actualité. On sait aussi qu'il y a eu des balles, notamment aussi, qui ont perforé, notamment, quand même, des toits. Même si ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Même si on n'a pas connaissance, en tout cas, qu'une balle a blessé quelqu'un. Ça, c'est évident. C'est notamment les cas graves qui nous inquiètent et c'est ce sur quoi, justement, on s'appesantit. Le cas grave qui a été, justement, noté, c'est celui dont je viens celui que j'ai évoqué, c'est le blessé, l'apprenti chauffeur blessé, qu'on a pu justement noter. Est-ce qu'il y a eu d'autres blessés? Ça, franchement, on ne sait toujours pas. Voilà, en attendant de voir probablement qu'au cours de la journée, s'il y a des précisions par rapport à cela, on pourra justement revenir là-dessus. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire. Et je n'oublie pas que pour achever, au cours de cette même journée-là, dans un premier temps, c'est le siège de campagne du MPP qui a été saccagé et le rez-de-chaussée incendié. Et la connexion Internet mobile a été suspendue. Voilà un peu de façon résumée comment a été, on va dire, la journée de dimanche hier pour les Burkinabés. Jusqu'à l'heure, on ne sait vraiment pas ce qu'il en est. J'ai cité un certain nombre de revendications que nous a cité le journal Aujourd'hui au Faso, qui ressort d'un enregistrement vocal d'un mutin. Véritablement, qu'en est-il? On ne sait pas, le gouvernement ne dit pas mot. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'on doive aller instaurer un couvre-feu qui concerne pratiquement tous les territoires, là qu'il y avait déjà un couvre-feu qui concernait certaines régions du Burkina Faso. 20h à 5h30 du matin, je pense que ce n'est pas rien, c'est quand même assez restrictif. Une grande partie de cette partie de la journée-là est consacrée aussi à des activités intenses. Hier soir, c'est pratiquement dans une certaine panique que beaucoup ont appris cette nouvelle-là. Des commerces se sont fermés à une vitesse monumentale. Des gens prenaient... Parce que l'information est arrivée un peu tard. Hein, donc, tout à fait. Et c'est assez dommage. J'ai pu constater qu'il y a des personnes qui étaient dans des cars en provenance de Ouagadougou, qui ne savaient pas s'il faut rebrousser chemin ou s'il faut poursuivre justement le chemin, parce qu'ils avaient démarré, d'autres avaient pris le ticket pour des heures bien plus tard, notamment 23h,
pour pouvoir rejoindre justement la capitale ou d'autres localités. Ils se sont vus justement ajourner, on va dire, leur déplacement. J'ai vu également, et ça c'est ce que j'ai pu constater, un avion qui a pu atterrir du côté de l'aéroport de Ouagadougou. Il était déjà 20 heures passées. Je ne sais pas si ces passagers-là, lorsqu'ils allaient débarquer, est-ce que ce serait facile pour eux de circuler. Donc, peut-être la manière a manqué par rapport à la communication justement de ce couvre-feu-là. Si tant était qu'on avait l'information plus tôt, cela pourrait en tout cas moins inquiéter les populations quand on sait que bien avant, Aimé Barthélemy a demandé aux populations de vaquer à leurs occupations de façon sereine. Je ne pense pas que la sérénité peut prévaloir dans un tel contexte. En tout cas, on attend de voir, on attend beaucoup que le gouvernement dise quelque chose, on attend de voir ce qu'il en sera en tout cas au cours de cette journée-là. Et on espère que les nouvelles pourront nous conforter pour qu'on puisse mener de façon sereine justement nos activités. Et la situation elle reste confuse comme tu l'as dit, et puis de toute façon les spéculations continuent. Aujourd'hui il y a certains qui ne savent, enfin qui ne croient même pas à l'hypothèse de mutinerie, qui attendent peut-être de voir même le président du Faso sortir de ce silence, de parler, parce qu'il y a certains qui se disent qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement la tête donc de la hiérarchie militaire que ces militaires réclament, peut-être que c'est la tête du président. Donc le départ notamment du président, il faut vraiment, je pense qu'il faut sortir de ce silence-là pour situer les Burkinabés, parce que ce matin, je pense que quand chacun de nous s'est réveillé, c'est vraiment fouiller donc un peu les journaux, les réseaux sociaux, bon, pour ceux qui ont la connexion, pour voir s'il y a évolution, parce qu'on ne sait vraiment pas. Et puis voilà, on a vu effectivement le ministre des Armées, mais après sa sortie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore des mesures qui ont suivi et puis on ne sait pas à l'heure actuelle où se trouve le gouvernement, où se trouve le président. On a quand même envie d'être situé, même s'il nous a rassuré que non, le président n'a pas été arrêté au cours de la journée d'hier. On espère avoir plus d'informations. Autre actualité sur laquelle je vais justement m'attarder, et c'est toujours pour ce qui est du week-end, on n'oublie pas que le 22 janvier, à savoir donc samedi, il y a eu des manifestations du côté de Ouagadougou et dans certaines localités. Des manifestations, on le sait, avaient été déjà interdites, voilà, par notamment, on va dire au niveau de Ouagadougou, la mairie centrale. Et je pense qu'en son temps, les initiateurs de cette marche-là avaient justement déposé une note au niveau de la justice. Et justement, la justice s'est montrée incompétente pour justement dire s'il faut ou pas tenir cette marche-là. Je pense que de ce qu'on a comme retour, les initiateurs, en tout cas principaux de cette marche-là, pour certains, en tout cas que l'on sait, n'ont pas pris part à cette marche-là. Mais le mot d'ordre était déjà lancé. Des manifestants ont pris d'assaut, en tout cas, la capitale Ouagadougou. Et même si c'était par endroits, on a pu constater que les forces de défense et de sécurité étaient également sur le terrain. Il y a eu des échauffourées entre lapidation de pierres et gaz lacrymogènes. C'était vraiment assez dommage parce qu'on a pu voir aussi que certains commerces ont été incendiés. Et là, véritablement, ce n'est pas justement agréable. Quand on sait que, principalement, ce qui avait fait l'objet de cette marche-là, c'était en lien avec les questions sécuritaires. C'était aussi en lien, parce qu'on a pu voir à travers nos éléments sur le terrain que les points de revendication étaient multiples. Il y en a qui parlaient de la situation au Mali, avec notamment les sanctions de la CEDEAO. D'autres parlaient de la situation sécuritaire au Burkina Faso. D'autres étaient encore plus précis et demandaient justement que le président du Faso démissionne. Voilà. Donc, c'était pratiquement un tohu-bohu. Et on n'en sait véritablement pas de façon claire et précise quelles sont les revendications principales. Mais qu'à cela ne tienne, on se dit que avec déjà ces manifestations-là, c'est déjà des indices pour nous dire que les populations en ont marre de beaucoup de choses. Beaucoup de choses déjà sur le plan de la gouvernance dans tous les sens, avec au plafond la question sécuritaire. C'est vrai que des changements ont été effectués avec notamment un nouveau Premier ministre, un gouvernement resserré comme dit-on. On dira que les populations sont peut-être impatientes, attendent de voir véritablement. Quelque part, elles ont raison et tort.
raison dans le sens où on voit que l'insécurité perdure, des zones continuent à être attaquées, on constate que des déplacés internes continuent à se déplacer. Et si on doit dire que les populations, justement, n'ont pas raison, c'est vrai que les décisions au niveau du gouvernement tardent justement à prendre et on attend de voir véritablement clairement ce qui va en être. Mais, quoi qu'il en soit, même si on doit dire que les populations pourraient avoir tort, ce serait dans le sens où les décisions qui ont été prises notamment par l'équipe de Lassina Zerbo n'ont pas on n'arrive pas à voir concrètement ce qu'il en est. Ça peut être considéré comme de l'impatience, mais qu'à cela ne tienne, je me dis que quand on court contre les terroristes, on ne peut plus voir justement les décisions gouvernementales. Ce qui nous importe, c'est de sauver notre vie. Bien sûr. Voilà. Et autre chose, toujours pour préciser, c'est que on a pu constater que dans certaines localités, c'est un calme plat, notamment au niveau de Fadanguruma. On a pu apprendre que c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de manifestations, il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle. Du côté de Koudougou, c'était assez relatif. Il y a eu une manifestation, mais avec des manifestants en effectif réduit. Et c'est pratiquement aussi la même chose dans certaines localités. Voilà. Donc c'est surtout à Ouagadougou qu'on a pu voir des échauffourées assez marquants. Du côté de Kaya, on a constaté que le siège du MPP a été saccagé. Voilà. Par des manifestants. Là-bas également, ça a été très marquant. Et là-dessus, c'est le commentaire que je viens de dire. Des indices qui nous montrent que les populations en ont marre véritablement, pour ce qui est en tout cas de la situation, surtout sécuritaire, dont la gouvernance boitille. Et on attend de voir véritablement clair pour que, ou du moins on attend de voir que sur le terrain, les initiatives du gouvernement tant attendu puissent justement voir leur dénouement. Tant que cela ne sera pas fait, je pense que ce serait difficile pour les populations d'accepter. Donc, je comprends, ou sinon on dira qu'on comprendra un peu la démarche des populations qui sont exacerbées par la situation sécuritaire au Burkina Faso. Mais, quoi que l'on dise, moi je pense que aujourd'hui, nous sommes pratiquement au plus bas niveau de l'insécurité. Pour dire que nous sommes au fond de l'océan. On ne peut plus connaître de situation extrême que cela. Donc, ce que nous devons faire en sorte... C'est ce qu'on espère d'ailleurs. Voilà. Sortir de là et ne pas connaître tout à fait. Encore... On tente de sortir, de remonter, faire ressortir la tête de l'eau. Ce n'est pas aussi simple que cela. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, ça demande que les populations soient nécessairement patientes. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait aussi que le gouvernement change de méthode. Il faut être, on va dire, moins lent qu'on a vu auparavant, parce que ça continue de chauffer, comme je l'ai dit, dans certaines régions. Les déplacés continuent à se déplacer, et cela n'est justement guère gai pour justement la population. Donc on attend de voir si d'ici là, avec justement ces événements-là, les choses vont changer en termes de méthode, de stratégie et d'initiative au niveau de la partie gouvernementale. Merci à toi Rachid. Et pour terminer, football, on parle de la CAN. Et je pense que c'est cette victoire quand même des Étalons qui a donné un peu de joie aussi au Burkinabé hier, avant qu'ils ne se précipitent pour entrer à la maison du couvre-feu. C'est bien cela. On va dire que le premier match de 8e de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN 2021, qui a opposé hier les Étalons du Burkina aux Panthères du Gabon, en tout cas c'est soldé par une moisson positive pour notamment les Étalons. À l'issue du temps réglementaire, les deux formations se sont livrées, on va dire, aux prolongations, et parce que c'était un but partout qui les a opposés. Et c'est finalement, on va dire, par les tirs au but que le Burkina Faso, donc les Étalons, ont remporté par 7 tirs contre 6. Une moisson, comme je l'ai dit, en tout cas honorable, qui permet justement aux Étalons d'aller en quart de finale. Et pour les quarts de finale, c'est la Tunisie que le Burkina Faso justement va rencontrer. On ne peut que les féliciter. Et on espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. On me dit souvent que je suis assez pessimiste pour ce qui est en tout cas des Étalons. Tant que je ne vois pas, eh bien c'est le cas. On attend de voir ce qu'il en sera, mais cela ne nous empêche pas justement de les encourager. On a foi en eux
Et voilà pourquoi on les supporte. On attend de voir véritablement ce qu'il en sera pour cette autre phase justement de la CAN 2021 du côté du Cameroun. En tout cas, hier, c'était un match difficile pour les Étalons. Tout à fait. Merci à toi, Rachid. Et puis voilà, on se dit à tout de suite. Tout à fait. Merci et belle perspective d'émission en compagnie des téléspectateurs de Salam TV. Merci. C'est l'occasion pour nous de sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous poursuivons avec cette émission. Bonjour le Faso. Pour la suite, nous passons à la rubrique invité du jour. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui M. Ousmane Danfodio Diallo. Il est le président de ACTI, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, question d'actualité pour commencer. Situation confuse à Ouaga, au Burkina Faso, depuis hier matin avec ces tirs entendus un peu dans des casernes militaires à Ouagadougou, mais également à Kaya. Comment vous avez vécu la journée d'hier? Nous avons vécu une journée avec beaucoup d'écoute et beaucoup de doutes également, parce que nous ne sommes pas coutumiers à entendre autant de coups. Mais il faut dire probablement que l'histoire se répète, parce qu'en 2011 également, il y avait eu des mutineries. Et donc, nous avons, comme tout le monde, tenté de comprendre ce qui se passait, mais nous n'avons pas eu d'éléments assez scientifiques, assez probants pour pouvoir répondre de façon objective à la question. Et comme je le disais, c'est une situation confuse, mutinerie au coup d'État. En tout cas, certains Burkinabés pensent qu'il s'agit justement de mécontentement seulement des militaires. D'autres pensent à un coup d'État. Alors, la situation n'est pas claire, même si on sait que dans la journée d'hier, le ministre des Armées, Aimé Barthélemy, donc Saint-Poré, était au niveau de la télévision nationale et a informé qu'il s'agissait de mécontentement donc de quelques militaires donc au niveau des casernes. Les Burkinabés ne sont pas toujours rassurés. Selon vous, de quoi il s'agit exactement? René Descartes nous a conseillé dans le discours de la méthode que lorsque les choses ne sont pas évidentes, lorsque nous n'avons pas des éléments probants, nous devons suspendre tout jugement. Donc, je pense que, étant sorti de cette école, je préfère suspendre mes jugements jusqu'à avoir des éléments assez probants. En tout cas, pour hier, on a vu qu'un couvre-feu a été instauré, 20h, 5h30. Également, les établissements d'enseignement restent fermés aujourd'hui. C'est des mesures prises par décret présidentiel, c'est ce qui a été précisé. Mais pour revenir un peu donc à la journée de samedi, on a vu aussi des marches de protestation des Burkinabés et des organisations de la société civile qui étaient dans les rues de Ouagadougou et un peu aussi dans quelques villes du Burkina pour réclamer notamment plus de sécurité. Pour d'autres encore, c'est une marche de soutien au peuple malien. Pour certains encore, c'est pour tout simplement donc demander le départ du président du Faso. C'est une situation aussi qui fait l'actualité, surtout ces marches, ces manifestations un peu partout. Est-ce que vous pensez que vous comprenez ces manifestants? Tout à fait. Je comprends ces manifestations. D'abord, ceux qui soutiennent le peuple malien, parce que je suis de ceux-là, je suis un panafricaniste et moi également, je soutiens tous les peuples en lutte, notamment le peuple malien. Donc, je comprends très bien ceux qui sont sortis pour soutenir le peuple malien en lutte. Je comprends également ceux qui sont sortis pour soutenir nos FDS, quand on sait que ceux-ci manquent
d'équipement pour faire face, n'est-ce pas, à cette guerre, alors qu'ils sont sur le terrain pour aider, n'est-ce pas, les populations à vaguer librement à leurs occupations. Donc, de ce point de vue également, je pense que ceux qui ont exprimé le besoin de marcher pour soutenir les FDS, il fallait tout simplement les laisser s'exprimer. Et je pense que l'un dans l'autre, pour ceux qui pensent s'exprimer au nom de la liberté, notre parti les soutient. On sait que le parti Hardy, c'est un parti de l'opposition, un parti donc qui est affilié au chef de file de l'opposition. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que, concernant la situation sécuritaire, quel est votre regard de cette situation? Et pour vous, comment le Burkina peut sortir de là? Le regard est le regard de tous les citoyens. Quand vous regardez aujourd'hui le nombre de déplacés internes, quand vous regardez le nombre d'élèves qui ne vont plus à l'école, quand vous regardez le nombre de dispensaires, de CSPS, d'écoles qui sont fermées au Sahel, au nord, au centre-nord, c'est évident que vous ne pouvez que être triste de la situation. Maintenant, comment trouver des solutions? C'est d'abord de faire confiance à nos FDS. Ils sont formés dans des écoles de guerre, ils ont de la compétence, ils ont le courage nécessaire pour se battre, mais hélas, ils n'ont pas l'équipement nécessaire, ils n'ont pas l'alimentation nécessaire pour pouvoir résister. Et donc, de ce point de vue, je pense que la solution devait d'abord d'équiper nos FDS, de les mettre dans les conditions objectives et subjectives de se battre. Et aussi, pour les hommes politiques, nous devons travailler à l'unité nationale, de sorte que tous nous soyons unis pour soutenir nos FDS. Mais parlant justement des FDS, aujourd'hui on parle donc de division au sein de l'armée burkinabé. Apparemment, le courant ne passe pas très fort entre certains responsables donc, de l'armée. Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas en défaveur de la défense du pays? Si ce que vous dites est vrai, parce que nous n'avons pas d'éléments probants pour dire qu'il y a une division au sein de l'armée, effectivement. Et s'il y a une division, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Parce que pour aller à un combat, pour aller à des objectifs clairs, il faut d'abord être unis. Si notre armée, s'il y a des fissures au sein de notre armée, il y a lieu de dire que l'échec est clair. Je crois que nous devons travailler à ce que, comme je le disais, à ce que la discipline règne, non seulement au sein des FDS, mais même au sein du peuple burkinabé. Sans discipline, sans unité, il est difficile de réussir à quelque plan que ce soit. Vous avez suivi aussi l'actualité avec nous, le siège du parti au pouvoir, le MPP a été vandalisé. Est-ce qu'on peut faire un lien aussi avec la situation sécuritaire ou la situation donc, qui prévaut depuis hier? Oui, je pense que le fait que le maire de la ville de Ouagadougou a interdit la marche, je ne sais pas exactement qui a brûlé aussi le siège. Vous savez, il y a la théorie des complots aussi qui est là. Les gens peuvent se victimiser pour sortir, dire qu'on a brûlé leur siège. Il n'y a pas d'élément objectif, effectivement, pour nous permettre d'apprécier. Mais l'un dans l'autre, on peut dire que c'est soit c'est suite à des mécontentements, soit c'est la théorie des complots, c'est-à-dire les gens brûlent leur siège et ils sortent dire que c'est d'autres qui ont brûlé. Tout ça, ça peut exister en politique. Donc il faut attendre de voir clair, selon vous. De voir clair. Autre question d'actualité, c'est le processus de réconciliation nationale qui est en cours au Burkina. Bon, on peut dire quand même que ce processus est un peu troublé par les événements aussi qui se passent, mais en tout cas, un conseil de suivi a été installé donc, par le président du Faso. Alors, Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous attendez de cette réconciliation nationale? Nous attendons beaucoup de choses de cette réconciliation parce que pour nous,
le mot réconciliation, le concept de réconciliation déjà est d'ordre moral. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit contre qu'on réconcilie des gens qui s'étaient opposés. Donc, moralement, déjà, c'est un concept positif. Ensuite, la réconciliation permet d'amener des gens qui étaient divisés vers un avenir partagé. C'est-à-dire qu'ils quittent des difficultés pour aller vers un monde meilleur. Ça aussi, c'est positif. Je pense que l'un dans l'autre, si le Burkina parvient à faire cette réconciliation, il va de soi que nous pourrons reconstruire, n'est-ce pas, l'unité nationale. Nous pourrons apporter des soins particuliers à la fracture sociale qui sévit aujourd'hui au sein de notre peuple et qui fait d'ailleurs que le terrorisme gagne du terrain. Je pense que l'un dans l'autre, nous devons aller à cette réconciliation. Et si le CEFOP, qui s'était retiré un peu des instances de discussion, du dialogue politique et autres, est revenu à la table de discussion, on suppose qu'il y a de l'intérêt. Tout à fait. Comme je le disais, il y a de l'intérêt. Je suis membre du cadre de concertation réuni autour du chef de file de l'opposition. Et je pense que le chef de file de l'opposition a compris la nécessité pour notre peuple d'aller à cette réconciliation, d'aller à cette unité, d'aller à ce dialogue qui permettra aux fils et aux filles du Burkina de s'écouter, de s'entendre, de libérer la parole enfin, parce que depuis on tentait de faire une réconciliation, mais on n'arrivait pas. Je pense qu'en tout cas que le moment est propice, parce que ce n'est pas en temps de paix qu'il faut aller à la réconciliation, mais surtout en temps où nous avons des difficultés, on a des obstacles à franchir. C'est pour moi le moment idéal pour aller à cette réconciliation. Nous allons parler maintenant de l'actualité de votre parti. Merci. Donc, ARDI, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration. Quelles sont les activités actuelles de votre parti politique? Nous menons des conférences, des communications à des petits groupes parce que quand l'expérience a montré que remplir des salles pour communiquer, pour sensibiliser n'a pas payé au Burkina Faso. Et donc, tirant expérience de ça, nos organisations de communication, 10, 20 personnes, pour parler de la paix, pour parler de la cohésion sociale, pour parler de la qualité de vivre ensemble, etc. Autant d'éléments qui peuvent en tout cas ramener la paix au Burkina Faso. Des discussions, des conférences, mais comment vous préparez pour les élections municipales? Nous ne sommes pas un parti de type électoraliste. Vous savez, si notre pays aujourd'hui traverse autant de crises, c'est parce que nous n'avons que des partis électoralistes comme parti majeur au Burkina Faso. L'élection n'est plus un instrument utile ni nécessaire pour montrer la dynamique, n'est-ce pas, d'une démocratie, surtout au Burkina Faso où les élections sont payées. Vous savez, les postes, les mandats électifs sont payés au Burkina Faso. Ce n'est pas une élection. Pour nous, l'élection qui vient de se passer, ce n'est pas une élection. C'est du commerce. C'est du mercantilisme. C'est comme si vous allez au grand marché, vous achetez des tissus. À la limite, nous pensons que notre pays peut tout simplement lancer un avis d'appel, acquisition de mandats, et ceux qui ont l'argent, ils viennent acheter leur mandat et ils partent. Mais un parti politique aussi est fait pour quand même briguer des mandats, convoiter des postes, aller vers des élections aussi. Je pense que ce sont des définitions classiques qui sont enseignées depuis quand Jean-Jacques Rousseau écrivait le contrat social dans les années 1789. Non, nous devons évoluer. Nous devons évoluer et nous sommes des communistes libéraux, si je vais ainsi dire, pour dire que pour nous, il faut d'abord une conscience populaire. Il faut que collectivement, nous allons vers un idéal. Alors qu'aujourd'hui,
quand vous regardez notre pays, voilà qu'il y a déjà des remous. Quand les élections sont mal organisées, il n'y a pas d'autre solution que ce que vous voyez. Soit des insurrections après, soit des coups d'État. Quand vous payez des voix, quand vous payez des électeurs, le jour que vous allez refuser de donner 2000 à ceux que vous avez élus, sachez qu'ils vont vous chasser. Alors que nous travaillons la conscience populaire. Il faut que les gens mûrissent pour dire, si nous élisons un tel, ce que nous sommes avec lui, et nous allons aller de l'avant avec lui. Monsieur Diallo, est-ce que vous essayez de nous dire que Hardy ne va pas présenter de candidature pour les mairies? Non, nous nous présentons, mais c'est parce que nous voulons être en règle avec, n'est-ce pas, ce qui se passe. Sinon, ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà, je dois dire ce que nous voulons. Mais comme nous ne sommes pas majoritaires, et comme Jean-Jacques Rousseau disait, les lois qu'on s'est prescrites, on doit les obéir. Nous avons souscrit à cette démocratie de type libéral. Pour le moment, nous allons obéir. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Mais nous allons obéir tant que c'est ça qui règne, qui réglemente la vie de notre pays. Et comment se passe votre cohabitation avec les grands partis donc, de l'opposition comme le CDP? La cohabitation, ça montre qu'il y a un minimum sur lequel vous vous entendez pour aller ensemble. Donc, ce minimum est respecté, c'est le droit à la parole. Lorsqu'il y a des réunions, le chef de file de l'opposition politique donne la parole à chaque parti politique qui donne son point de vue par rapport à la situation qui prévaut, par rapport à la situation pour laquelle nous nous sommes réunis. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de problème. Votre voix peut compter ou votre voix compte? En tout cas, nous donnons nos points de vue. Maintenant, comme c'est un pays où c'est la majorité mécanique, il va de soi que c'est l'esprit de la majorité normalement qui passe. Merci bien à vous, Monsieur Diallo. Merci. Alors, est-ce que Hardy a des prochaines activités les jours ou mois à venir? Oui, Hardy, chaque mois, nous faisons des communications, nous rassemblons des jeunes pour expliquer ce que c'est que notre idéologie. Mais aujourd'hui, comme le pays est dans une situation, c'est surtout comment coudre le tissu social qui nous intéresse, comment sensibiliser par rapport à la qualité de vie, comment éviter la stigmatisation des communautés, comment faire en sorte que les communautés puissent vivre ensemble dans la paix et la cohésion. Merci à vous d'être passé. Merci, madame. Je rappelle que nous recevions dans l'entretien d'aujourd'hui M. Ousmane Danfonio Diallo. Il est le président du Hardy, l'Alliance pour la reconnaissance du moins la démocratie et l'intégration, en abrégé Hardy. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Nous poursuivons avec cette émission et aujourd'hui nous recevons des annonceurs sur ce plateau. Nous sommes à nouveau avec Mira Élevage pour parler de leur offre de formation. Mais avant, bonnes affaires. Et je rappelle que vous avez la possibilité de venir, bien sûr, sur ce plateau de Bonjour le Faso pour parler notamment donc de vos activités et parler de vos événements à travers la rubrique Bonnes Affaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Donald Sawadgo, communicateur à Mira Élevage. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Donald Sawadgo, aujourd'hui on parle donc des prochaines formations de Mira Élevage et du centre CIFEA. On commence par la présentation. Ok, pour la présentation de Mira Élevage, d'abord nous allons demander à ce que vraiment Dieu puisse aider le Burkina pour que la stabilité revienne, la paix revienne au Faso, parce que sans la paix, sans la stabilité, on ne peut pas mener vraiment nos activités paisiblement. Alors pour venir à la présentation de Mira Élevage, il faut dire que c'est la première et la meilleure structure déjà en promotion de couveuses artisanales et c'est la meilleure des structures qui fait des formations dans le domaine et aussi dans le domaine de l'élevage. Donc la formation en élevage et en fabrication de couveuses, mais l'élevage de la volaille.
L'élevage de la volaille spécifiquement. Et maintenant, on va parler des prochaines formations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle formation il s'agit? Pour les prochaines formations qui auront lieu à Mira Élevage et dans le centre de formation de Mira Élevage, à savoir CIFEA, ce sont des formations d'1 mois et des formations de 3 mois que nous avons préparées, qui sont en train de venir. Et la rentrée, c'est pour le 1er février déjà. Nous allons donner nos contacts ici pour ceux-là qui voudront nous contacter pour vraiment réserver leur place parce que les inscriptions continuent. C'est le 64 64 04 44, le 58 98 00 70. Et les prochaines formations vont concerner des formations d'1 mois et des formations de 3 mois, comme nous l'avons dit. Et quels sont les avantages des formations donc, de Mira Élevage? Il faut dire que pour ce qui est de nos formations, la formation d'abord elle est de qualité parce que ceux qui dispensent les cours, ce sont des spécialistes de chaque domaine. Si nous prenons par exemple le côté de l'élevage, ceux qui dispensent les cours en élevage de volailles à Mira Élevage, ce sont des ingénieurs en élevage qui le dispensent. Donc ce sont ceux-là même qui donnent cours dans les grandes écoles de formation en santé animale au Burkina Faso qui dispensent les cours. Donc à la sortie de la formation, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et au-delà de ça, il faut dire que nous formons des entrepreneurs. Vous pouvez avoir une formation ailleurs, en élevage. Mais la formation que vous allez avoir à Mira Élevage, c'est une formation qui diffère carrément des formations des autres structures. Parce que chez nous, l'objectif c'est quoi? C'est de former des gens qui seront à mesure de mettre en place des entreprises comme Mira Élevage. Parce que les modules de formation ont été conçus à l'image des débuts de Mira Élevage et comment est-ce que Mira Élevage avance. Et bien sûr, pour les formations, vous l'avez dit, hein, vous disposez du moins de personnel qualifié pour les formations. Et pour cette formation ou cette rentrée de février que vous annoncez, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour accueillir ceux qui désirent se former? Il faut dire que les dispositifs que nous avons mis en place pour accueillir ceux-là vraiment qui vont s'inscrire pour la formation du 1er février, si nous prenons par exemple du côté de l'élevage, il faut savoir que nous avons une ferme qui est déjà dans notre centre au niveau de Karpala. Il y a une ferme expérimentale qui est là. Du côté de la fabrication de la couveuse, nous avons des ateliers de fabrication de couveuses. Quand on va parler de l'aliment de volaille, vous allez avoir une usine de fabrication d'aliments de volaille que nous avons implanté sur place dans notre centre de formation. Quand on va parler de la pisciculture, parce que nous faisons aussi des formations en pisciculture, vous allez avoir des bacs pisciculture que nous avons en place et même nous faisons la pisciculture sur place. Aussi, nous faisons des formations en agriculture et il faut savoir que pour l'agriculture, nous avons déjà un aménagement dans notre centre de formation et quand vous allez venir, vous allez voir que nous faisons la maraîchère-culture. Après ça, vous allez voir que nous faisons l'arboriculture et l'installation goutte à goutte, tout y est. Parce que nous, notre objectif, c'est quoi? C'est que nous formons des gens qui seront capables d'aller sur le terrain. Et pour former des gens qui seront capables d'aller sur le terrain et exercer pleinement leur métier et exercer vraiment ce métier-là sans crainte, il faut que vraiment tout puisse être là. C'est pour cela que nous sommes beaucoup pratiques et pour la pratique, il faut disponibiliser tout et nous l'avons fait. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux modules des différentes filières de formation pour la rentrée de février. Alors, quels sont les modules du moins qui seront enseignés? Pour ce qui concerne les modules qui seront enseignés, parce que les formations de 1 mois et de 3 mois à venir pour le 1er février, il faut dire qu'il y a l'entrepreneuriat avicole d'abord. L'entrepreneuriat avicole. Voilà, pour l'entrepreneuriat avicole, il faut dire que c'est l'aviculture en général. Okay. Après l'aviculture en général, c'est la fabrication de la couveuse. Après la fabrication et l'utilisation de la couveuse, il y a la fabrication pratique de l'aliment de volaille. Après ça, il y a le marketing digital. Comment est-ce qu'il faut vendre sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il faut créer une entreprise sur les réseaux sociaux et vraiment tirer profit. Après ça, il y a la formation en développement personnel, il y a la formation en entrepreneuriat qui est dans la formation en entrepreneuriat avicole. Et aussi, il y a l'orientation vers les structures de financement. Ça, c'est ce qui concerne l'entrepreneuriat avicole. Il y a aussi l'entrepreneuriat agricole. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat agricole, il faut dire que d'abord, c'est la maraîchère-culture que nous allons vous apprendre. Après ça, nous allons vous apprendre l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Au niveau des systèmes d'irrigation goutte à goutte, il faut dire qu'il y a plusieurs systèmes d'irrigation goutte à goutte. Vous allez voir que non, il y a un système pour que vous puissiez arroser par aspersion. Il y a aussi, parce que nous allons vous montrer 3 types d'irrigation. Et parce que ça, c'est pourquoi. Si vous retournez, même si
vous allez partir exercer ce métier-là, par exemple, dans un endroit qui est peut-être au bord. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que tous ceux-là qui font le jardinage, c'est au bord des barrages. Mais vous allez vraiment avoir des rudiments nécessaires pour que vraiment votre activité que vous exercez au bord de ce barrage-là, vous puissiez vraiment avoir une rentabilité qui va différer vraiment des autres. Après ça, il y a le marketing digital également, parce que l'objectif, c'est de vous permettre de créer une entreprise juste après la formation. Après ça, il faut dire qu'il y a aussi l'orientation vers les structures de financement également. Et pour ce qui est de la formation en entrepreneuriat agricole, il faut dire que nous avons déjà tout aménagé. Nous avons déjà un endroit que nous avons fait dans notre centre de formation. Si vous arrivez pour l'irrigation goutte à goutte, nous avons déjà des élèves qui ont déjà appris avec nous. Voilà, et l'installation, elle est déjà sur place. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour le 1er février. Ceux-là qui vont s'inscrire, ça sera vraiment une formation de taille à ce que vraiment vous puissiez tirer profit de l'agriculture. Parce que l'élevage et l'agriculture, aujourd'hui, sont deux activités que vous pouvez vraiment accumuler pour vraiment tirer profit. Après ça, il y a le marketing digital. Le marketing digital, c'est quoi? C'est comment vendre sur les réseaux sociaux. Mais pour vendre sur les réseaux sociaux, d'abord, il faut être à mesure de créer une page. Il faut être à mesure de paramétrer cette page-là. Et il faut être à mesure d'animer cette page-là. Donc, c'est ce que nous allons vous apprendre. Également, aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp. Mais on peut utiliser WhatsApp autrement pour une activité vraiment de commerce. Donc, c'est ce que nous allons vous apprendre. Après ça, il y a l'audiovisuel. Ça aussi, c'est pour une formation de 1 mois. Comment est-ce qu'il faut faire des photos, comment il faut prendre des vidéos, les montages vidéo, les montages spots, comment est-ce que vous pouvez le faire. Ça aussi, c'est 1 mois. Et il y a la formation aussi en plomberie sanitaire que nous allons vous apprendre. Ça aussi, c'est 1 mois. Et il y a une formation de 3 mois aussi que nous avons programmée qui est en train de venir. Mais après, avant cette formation de 3 mois, nous allons parler aussi de la dernière formation, de la dernière filière pour les formations de 1 mois. C'est fabrication et pose de grillage. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce soit pour une activité d'élevage ou pour une activité d'agriculture, aujourd'hui, le grillage entre beaucoup dans ces activités-là. Donc, nous avons initié une formation à la matière, fabrication et pose de grillage. Et après ça, maintenant, il y a la formation de 3 mois qui est technique générale d'élevage. D'accord, assez de formation, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est bien, quand on entend ça, on se demande, la première question aussi que les intéressés se posent, combien coûtent ces différentes formations? Quelle somme on doit débourser pour avoir accès à la salle de formation de Mira Élevage? Pour ce qui est des coûts de ces différentes formations-là, nous allons partir d'abord du côté des formations de 1 mois, à savoir l'entrepreneuriat avicole. Elle, c'est 110 000 francs. Il y a l'entrepreneuriat agricole qui est 110 000 francs. Il y a le marketing digital. Ça, c'est également 110 000 francs. Maintenant, fabrication et pose de grillage, ça, c'est 75 000 francs. Et également, plomberie sanitaire, ça aussi, c'est 75 000 francs. L'audiovisuel, c'est 110 000 francs. Maintenant, pour la formation de 3 mois technique générale d'élevage, elle coûte 210 000 francs. D'accord. Maintenant, pour cette période, pour ces aviculteurs qui vivent quand même la difficulté ces temps-ci, parce qu'on parle de grippe aviaire, quel est le message de Mira Élevage? Et surtout, est-ce que vous avez des solutions pour ces éleveurs-là qui sont en difficulté aujourd'hui? Il faut dire que vraiment actuellement, les aviculteurs traversent une crise de grippe aviaire, comme vous l'avez dit. Maintenant, pour ce qui est vraiment de notre structure Mira Élevage, ce que nous avons à donner comme conseil, c'est d'abord de respecter vraiment les mesures que le ministère a mis en place, parce qu'il y a un certain nombre de mesures vraiment qui ont été mises en place pour que vraiment nous puissions limiter la propagation de vraiment ce mal-là. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de grippe aviaire, il faut savoir que c'est une maladie de la volaille, mais qui a un impact sur vraiment la santé de l'homme aussi. Donc vraiment, notamment, il y a des mesures qui ont été prises, et ces mesures-là, parmi elles, on peut citer d'abord l'abattage vraiment de tout vraiment, de toute la volaille que vous avez sur votre ferme, si vous avez vraiment des cas de grippe aviaire, et c'est de vraiment éviter à ce que vraiment l'être humain consomme vraiment cette volaille-là, parce que ça a un impact vraiment négatif sur la santé de l'homme. Donc il faut respecter vraiment ces mesures-là, et c'est de ne pas vraiment se dire que cette maladie-là, bon, c'est une maladie qui ne concerne pas peut-être ma ferme, comme ça ne m'a pas, et ce n'est pas encore arrivé chez moi. Donc il faut prendre vraiment les mesures nécessaires, et pour Mira Élevage, nous avons vraiment nos techniciens qui sont sur place, et nous avons vraiment, et nous sommes ouverts
nous allons recevoir vraiment tous ceux-là qui voudront des conseils en la matière pour que vraiment ce fléau-là, on puisse le limiter, parce que qui dit aujourd'hui grippe aviaire dit vraiment un choc considérable sur vraiment l'activité, la rentabilité de toute l'activité avicole. C'est une perte, hein, parce que si vous perdez par exemple 2000 poulets, c'est vraiment énorme. Alors, notre entretien tire vers sa fin. Donc, avant de vous proposer le témoignage de la personne qui a suivi notamment la formation Mira Élevage qui témoigne, nous allons revenir quand même sur les modules et rappeler encore les numéros de Mira Élevage pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent s'inscrire à ces différentes formations. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire vraiment à la rentrée, à nos différentes formations pour la rentrée de février, il faut savoir que bon, déjà nous sommes à quelques jours de la rentrée. Alors pour ce qui est des modules, il y a l'entrepreneuriat avicole 1 mois, il y a l'entrepreneuriat agricole 1 mois, et nous allons vraiment insister sur l'entrepreneuriat agricole parce que ce que nous avons mis en place pour cette formation-là, c'est une opportunité à ne pas rater pour ceux-là vraiment qui voudront vraiment profiter. Après ça, il y a fabrication et pose de grillage, ça aussi c'est 1 mois. Après ça, il y a le marketing digital 1 mois. Il y a aussi l'audiovisuel 1 mois. Il y a le marketing digital 1 mois. Bon, je le répète. Il y a la plomberie sanitaire plutôt 1 mois. Et il y a technique générale d'élevage 1 mois également. Okay. Pour ce qui est de nos numéros, il y a le 64 64 04 44, le 58 98 00 70, et nous n'allons pas terminer sans vraiment donner notre situation à Ouagadougou. Nous sommes à Karpala, nous sommes en face de la paroisse Saint-François d'Assise et nous ne sommes pas loin du château de Satom qui est juste en face de la mairie de Karpala. Merci bien. Merci à vous. Monsieur Frédéric Donald Sawadgo, communicateur à Mira Élevage, qui était sur ce plateau pour parler des différentes formations qu'organise Mira Élevage pour la rentrée de février. Alors, pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer de suivre un témoignage. Il s'agit donc du témoignage d'un apprenant. Il est sorti, il ou elle est sorti justement donc de cette formation et témoigne donc après la formation. On suit et on revient. Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage. Je m'appelle Ouattara Issouf. Je suis étudiant en première année de lettres modernes et je suis là pour prendre part à la formation de Mira Élevage. Et je viens de la localité de Bobo-Dioulasso. Le laps de temps que j'étais là, on nous a appris réellement comment prendre soin des poussins. Il faut d'abord la base. Ils nous ont montré comment faire la désinfection des bâtiments, même les mesures qu'il faut pour la construction des bâtiments, puis la mise en place des poussins. Ici, j'ai pu apprendre réellement des choses qui, à mon avis, peuvent réellement me permettre de me lancer concrètement dans mon activité d'élevage. Ce que j'ai à dire à l'endroit de tous ceux qui désirent réellement apprendre ou bien à devenir des professionnels dans le domaine de l'élevage, c'est que pour réellement avoir de la réussite dans une activité qu'on veut mener, il faut réellement la formation. Et là, Mira Élevage est une structure vraiment fiable qui apporte réellement des réponses concrètes à tous ceux qui désirent réellement se lancer dans l'activité de l'élevage. Donc, c'est un partenaire fiable. Juste remercier la structure et j'espère réellement que la formation pourra réellement bien se terminer et souhaiter bon vent au PDG, ceux qui travaillent dans la structure, souhaiter également bon succès dans mes activités d'élevage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Nommé le vendredi 10 décembre dernier, le nouveau premier des sinistres burkinabés aura la lourde et fastidieuse tâche de proposer des réponses si pressantes au peuple burkinabé confronté depuis 2015 à plusieurs maux, dont l'insécurité. Lassine Azerbo, le plus intelligent des Samo, comme ne manquera pas de le dire le Moro Naba, ce géophysicien qui voulait lancer le premier satellite burkinabé, prend ainsi la tête d'un gouvernement resserré de 26 membres contre 34 de son prédécesseur, sa sainteté Christophe Marie-Joseph, réadmis à la retraite.
Après la dernière attaque contre une base de la gendarmerie nationale à Inata faisant plus de 50 morts et les révélations sur les deals Mouta-Mouta au sommet de la hiérarchie militaire, le motus Rocus était sorti de son mutisme pour présenter une fois de plus, sinon de trop, ses condoléances aux familles des soldats tombés et annoncer la prise de décision forte et une enquête pour situer les responsabilités sur la mauvaise gestion de la troupe. Sitôt dit, sitôt fait. Dans la soirée du lundi suivant sa nomination, l'ancien secrétaire général de l'OTIS proposera au PF un gouvernement de cohésion, de tolérance et de pardon pour mieux être au service du peuple. On remarquera que celui-là qui a porté l'information sur les ondes, le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, n'aura pas le bonheur de siéger aux côtés du docteur Zerbo. Hormis la non-reconduction du SG du gouvernement sortant, on note des départs notables dont celui du ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui aura toute la latitude de jouir de l'air pur de la forêt du Kwa à travers de longues promenades. Le départ aussi de celui qui semblait être indéboulonnable, le grand terrassier Bulldozerik Bougouma, très fidèle parmi les fidèles du président, et aussi celui de Laurence de la Maréchaussée qui mettra à profit ses temps libres pour parquer les enfants de la rue dans son enclos de Tanguay. 19 départs pour 10 entrants avec des fusions de ministères. On notera le retour de Rosine des fonds communs dont la seule mention de son nom sur la liste du nouveau gouvernement a plongé certains agents des finances dans le coma. Ils peuvent se réveiller maintenant plus de peur que de mal. Rosine Fonds communs s'occupera désormais des questions diplomatiques. Bref, le vaste chantier auquel le laser de Rock et son équipe devra d'abord s'attaquer est sans conteste la corruption, et cela passant d'abord par le train de vie de l'État dont ses premiers responsables demandent à une population de plus en plus démunie de participer à l'effort de guerre. Il y aura ensuite la restauration de l'autorité de l'État dans toutes ces bourgades à une centaine de kilomètres à peine de la capitale qui ont totalement échappé au contrôle du pouvoir central. Enfin, la question qui fâche, une réforme profonde de la Grande Muette pour mieux faire face à l'hydre terroriste. Après l'aveu d'échec de Christophe Marie-Joseph devant la représentation nationale sur la question sécuritaire, Laser est-il la baguette magique du motus Rocus pour restaurer la paix et la sécurité au pays des hommes intègres? Les mois à venir nous le diront. En attendant, et pour répondre à la sollicitation du président du Faso, si nos anciens et nouveaux sinistres consenteraient à reverser ne serait-ce qu'un tiers de leur salaire et autres indemnités dans les caisses de l'effort de guerre, ce gouvernement de service prôné par le nouveau Premier ministre prendrait tout son sens. Bonne mission en attendant les deals Mouta-Mouta. Merci à Patrick Gampéné donc pour ce numéro de Langue Fourchue et rendez-vous mercredi. Pour la suite, nous revenons à la rubrique à la découverte 2. Avant de nous quitter, je rappelle que nous sommes installés au niveau des ruines de l'Orepénie pour cette semaine. Et nous vous présentons justement ces ruines de l'Orepénie classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Les ruines de l'Orepénie est un site situé à 500 km de Ouagadougou au sud-ouest. Elle est une forteresse dont subsistent de hauts murs qui s'étendent sur 11 130 mètres carrés. Le site s'inscrit dans un ensemble plus large qui compte une centaine d'enceintes en pierre et reflétant la puissance du commerce transsaharien de l'or. L'Orepénie signifie l'endroit où le buffle est gras, pour dire que c'est l'endroit où la chasse est propice, ce qui suppose que le lieu regorgeait de ces animaux. Vieille d'au moins 1000 ans selon des découvertes récentes, ces ruines sont situées près des frontières du Togo et du Ghana. L'emplacement a été occupé par les Lorons et les Koulango qui contrôlaient l'extraction et la transformation de l'or dans la région. Beaucoup de mystères entourent ces ruines de l'Orepénie dont une large partie n'a pas encore été fouillée. Les ruines de l'Orepénie ont un mur très haut. À l'intérieur des ruines de l'Orepénie, on retrouve de nombreux vestiges historiques. On vous invite alors à découvrir les ruines de l'Orepénie cette semaine. C'est dans le sud-ouest et c'est l'occasion encore pour nous de faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis cette localité. C'est ici également qu'on va s'arrêter pour l'émission de ce jour. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et merci à l'équipe de réalisation qui s'installe
cette semaine. Belle semaine à tout le monde et surtout que la paix revienne au Burkina Faso. Beaucoup de courage au Burkinabé et que Dieu bénisse le Burkina. C'est comme ça que j'ai envie de clore cette émission. On se dit Barka.